Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course. Aujourd'hui, on est mardi et qui dit mardi dit forcément mise à jour du classement UCI. Ce qui va nous permettre de faire une pastille peut-être un petit peu plus longue que la fois dernière parce que j'aimerais bien qu'on se focalise sur les trois aspects importants qui concernent le classement UCI. Il y en a deux qui sont portés uniquement sur la saison 2025 et le dernier, vous le connaissez, c'est le classement cumulé qui part de 2023 et qui amènera donc à décider qui restera en World Tour pour les 3 prochaines saisons. Donc on va partir dans un premier temps sur le classement des Pro Teams parce qu'il y a deux aspects importants à ce niveau-là. Je le rappelle, les deux meilleurs Pro Teams cette saison auront une invitation automatique pour tous les événements World Tour de l'année suivante. Invitation qui, je rappelle, est facultative, ce qui leur permet, s'ils le souhaitent, de zapper justement quelques-uns des événements du World Tour. La troisième place, elle, assure idem une qualification en World Tour, mais uniquement pour toutes les épreuves d'un jour. Donc il y a quand même un enjeu, on le voit cette année encore, la lutte est serrée avec Tudor, avec Q36.5 ou bien Total Energy pour choper les invitations sur des Tours des Flandres, sur toutes ces épreuves d'un jour du World Tour. Bref, le deuxième aspect, ça va donc être le top 30, parce que je l'ai évoqué aussi en début d'année. L'an passé, c'était top 40 pour obtenir une invitation à un grand tour si on était pro team. Et cette année, ça passe à top 30, donc on va déjà faire un petit point sur qui est dans le jeu et qui est largué au niveau de ce classement. Et dans un dernier temps, donc, on ira sur le classement cumulé, celui qui vous intéresse le plus, parce que c'est celui qui va déterminer tout simplement qui restera en World Tour, qui montera, qui descendra, etc. Bref, allons si vous le voulez bien, dans un premier temps, comme je l'évoquais, sur le classement brut. Je vous ai pas mis les points parce que c'est pas forcément le plus intéressant, surtout à ce stade-là de la saison, ça peut encore évoluer. On va donc juste se concentrer sur la hiérarchie. Et pour le premier aspect, donc les invitations, je vais aller vite parce que je vais les donner à titre indicatif. Je ne pense pas que de toute façon le classement restera en l'état à la fin de la saison. Et pour une raison toute simple, si tu dors et pour l'instant en tête et qui peuvent conserver cette position. Derrière, ça me paraît un petit peu plus complexe. Burgos fait vraiment un très bon mois. Ils sont donc 11e du classement UCI, deuxième équipe Pro Team, mais je ne crois pas, malheureusement pour eux, une seule seconde, que Burgos soit en mesure de conserver cette deuxième position face à une EX, face à d'autres structures, bien entendu, des grosses équipes de division Pro Team. Donc, à titre informatif, Burgos est deuxième, donc ça veut dire qu'elle serait, si la saison s'arrêtait là, automatiquement invitée sur les trois grands tours la saison prochaine, ce qui n'arrivera pas, je le dis et je le répète. Et la troisième, ça serait, si je ne dis pas de bêtises, si on considère que Israël Premier Tech ira en division World Tour la saison prochaine. Ça serait donc une OX qui serait pour l'instant troisième car elle est 16e de ce classement ici. Mais voilà, encore une fois, à titre indicatif, on aurait Tudor Burgos sur les trois grands tours la saison prochaine et une OX qui, comme cette année, grâce à une troisième position, eh bien, sera invitée sur tous les événements d'une journée. Bref, on va aller sur le deuxième aspect, car celui-là, il commence à être un petit peu intéressant, parce que comme je l'évoquais, il y a une hiérarchie qui se dessine, et on sait que les choses vont être assez serrées justement pour ce fameux top 30. Tout d'abord, on va parler des structures de division continentale, parce que c'est un élément qui est vraiment, je pense, à pas sous-estimer. Certes, elles sont moins bonnes, je trouve, sur le plan sportif, mais elles ont accès à un calendrier qui donne beaucoup de points, que ce soit les championnats continentaux, les championnats nationaux, les épreuves de points 2 qu'on dispute à droite ou à gauche. Et sur ces épreuves, pour le dire très clairement et très franchement, la concurrence n'est pas au rendez-vous, donc on chope des points faciles, là où les pro teams vont sur des courses de Pro Series, des épreuves du World Tour, où la concurrence est vraiment plus féroce et où c'est plus dur, logiquement, d'aller marquer des points. Donc on a plusieurs équipes qui sont dans ce top 30, à commencer par la Team Ukyo. La Team Ukyo, attention, il y a un effectif qui est quand même assez intéressant sur le papier. Il y a des gros points déjà qui ont été scorés lors des championnats continentaux. On sait que c'est un effectif qui va se marquer des points en Asie, qui est capable de faire des places d'honneur aussi en Europe. Donc moi je les vois en mesure d'être dans ce top 30 à la fin de la saison. Est-ce qu'ils seront 28e, est-ce qu'ils seront 32e?
Ça, c'est une autre question, mais voilà, je pense que je les situe à peu près à ce niveau-là dans la hiérarchie à la fin de l'année. Et on voit qu'en plus, ils ont pris de l'avance. Ils sont 21e au classement. Et vous ne le voyez pas sur le tableau, mais il y a déjà 482 points, ce qui est assez énorme hein, après un mois de compétition. Parce que si je dis pas de bêtises, le top 30 l'année dernière, il s'est joué à un petit peu moins de 2000 points. Donc il n'y avait pas d'enjeu sur ce top 30 puisque c'était top 40. Donc je pense que ça ira plus haut cette année. Mais ça veut dire que si ça va à 2000, on a déjà mis 25% des points pour la Team Ukyo. Et c'est vrai qu'on pourrait être amené à penser qu'ils vont pas chasser les points, mais ça serait faire une erreur parce qu'il y a un autre aspect du classement qu'on va pas évoquer là, mais qui est à prendre en compte justement dans cette capacité d'avoir des pro teams dans le top, des contis dans le top 30, c'est qu'en Asie, les trois meilleures structures sont automatiquement invitées sur toutes les points 1 et les points 2. Donc il y a aussi un enjeu entre Ukyo, entre Terengganu, entre China Glory, Rurai, l'équipe thaïlandaise, etc., etc. Il y a une vraie lutte, donc on va aller chercher les points pour ces équipes-là, et là aussi c'est un facteur à prendre en compte. Donc on a Ukyo dans ce top 30. On a aussi, si on descend un petit peu, la team Medellin, qui elle est toujours dangereuse, qui est un effectif qui est intéressant aussi, avec des anciens coureurs du World Tour, ils sont 28e. Eux, ils vont pas forcément aller chasser les points, donc ça peut être un avantage pour les pro teams. Idem pour la Movistar BSPC, qui elle devrait baisser, je pense, dans la hiérarchie. Et on a Rurai, qui elle est 30e, donc qui peut être aussi une menace, parce qu'elle a besoin de points. Puis ensuite, China Glory, qui est 31e, et on a Terengganu enfin dans les structures à surveiller, qui est 39e, encore un petit peu loin, mais voilà, Terengganu, c'est pareil, c'est un peu comme Ukyo, ça va scorer un petit peu toute la saison, et ça peut être une menace. D'ailleurs, les 2 dernières années, la place de Terengganu, c'était 30e les 2 fois, donc elle peut potentiellement aller chercher une place dans ce top 30, et la menace donc peut être assez forte pour les pro teams. Justement, les pro teams, on va y venir, on va faire un petit point sur celles qui sont déjà un petit peu loin. L'auto, je mets de côté parce que l'auto, le départ a été un petit peu tranquille, mais voilà, quand on a Arnaud Dely, quand on a Van Advelt, etc., on ne se fait pas de soucis une seule seconde pour un éventuel top 30. Team Polti, là où ça commence à devenir un petit peu plus complexe, normalement ça devrait le faire, mais pareil, on est 33e. On a par exemple quasiment déjà 300 points de retard sur Ukyo, ce qui est assez énorme. Donc il va falloir vraiment se bouger pour Polti. Même réflexion pour Bardiani. Bardiani, c'est peut-être encore plus dur que Polti, parce que Bardiani, on a perdu Pellizzari, on a perdu Pozzovivo, les deux cartes maîtresses en termes de points la saison dernière. Donc ce top 30, il n'est pas du tout assuré pour la formation italienne. Ensuite, on a la team Flanders qui est un petit peu plus loin, mais qui elle ne vise pas de grands tours, donc il n'y a pas forcément d'enjeu à leur niveau. Et puis, si on continue à redescendre, on a Alpecin de Koenig, mais là aussi, on ne va pas s'en inquiéter, c'est une équipe World Tour de toute façon. Mais voilà, quand Mathieu Van Der Poel et Philipsen vont mettre en route, on sera plus proche du top 10 que du top 30. L'équipe Solution Tech Vini Fantini, qui est un petit peu plus loin, l'ancienne, j'ai oublié le nom, la team Coratec, qui était déjà hors du top 40 la saison passée. Je ne crois pas une seule seconde qu'il puisse être dans le top 30 cette année. On a Euskatel qui avait accroché vraiment, vraiment à l'arrache le top 40 en 2024, qui sera en grande difficulté. Eux aussi, je ne pense pas qu'ils soient capables d'être dans ce fameux top 30. Ils sont 48e, ils sont très loin. Il est dur le début de saison pour eux. Et ensuite, on a d'autres structures qui sont encore, elles, plus loin. L'équipe Wagner, sur le plan sportif, je ne pense pas qu'elle soit en mesure d'aller accrocher non plus un top 30. Ça va être assez compliqué. Et voilà donc ce qu'on a un petit peu. Et j'ai oublié l'équipe Unibet Tietema qui est là en 47e position. Et pour eux aussi, je pense que ça va être assez difficile d'aller accrocher un top 30. En tout cas, c'est à peu près ce que je pense. Et encore une fois, n'hésitez pas à dire si vous êtes en désaccord avec mon analyse. Puis bien au contraire, enfin, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant de pouvoir confronter les points de vue. Donc n'hésitez pas à le dire. Pardon, j'ai un chat dans la gorge en commentaire. Bref, on va aller maintenant sur la dernière partie du classement, celle qui va vraiment, vraiment vous intéresser tout au long de la saison. C'est ce fameux classement cumulé de 2023 à 2025. Je vous ai fait, vous en avez l'habitude, ce petit tableau Excel à l'ancienne pour vous récapituler un petit peu les choses. Bon, la forme n'est pas là, mais le principal, je vous le dis souvent, c'est le fond et c'est l'analyse de ce classement. Donc 4 équipes qui sont concernées par cette lutte pour le maintien ou l'accession au World Tour.
Je vous refais pas le tableau, je vous détaille pas pourquoi. Je pense pas qu'il y ait d'autres équipes pour l'instant qui soient dans cette lutte pour le maintien en World Tour. Donc on aurait la Team Picnic, Cofidis, Arkea et XDS Astana. Je vais passer encore une fois sur Arkea, je vais pas refaire le même topo toutes les semaines. Arkea, de toute façon, ils ont d'autres chats à fouetter. L'important, ça va être d'essayer de retrouver un sponsor. Et le World Tour, je pense que c'est bien loin des préoccupations des hommes d'Emmanuel Hibert, qui de toute façon sont très loin en classement. Ils n'ont que 27 coureurs et n'ont pas marqué vraiment beaucoup de points depuis le début de l'année. Donc on va les laisser de côté. Je pense qu'ils vont bientôt se faire rattraper par Astana de toute façon. Bref, on va commencer par la Team Picnic. Alors la Team Picnic, c'est un peu la même réflexion que la saison passée. Je pense que c'est largement le meilleur effectif des quatre sur le plan sportif, parce qu'on a des garçons comme Oscar Only, comme Max Poul, comme Tobias Loon, il y a Pavel Bittner, il y a Romain Bardet, j'en oublie d'ailleurs Fabio Jakobsen, Frank Vandenbroek, etc., etc. Il y a vraiment une densité d'effectifs et surtout des coureurs qui sont capables d'aller scorer en World Tour, de faire des top 10 comme on l'a vu au Tour Down Under. C'est une équipe qui a très peu de points cette année parce qu'elle court très peu. J'ai fait le calcul hier à titre indicatif parce que c'était assez intéressant, je trouve, comme analyse à apporter. La Team Picnic avait fait 7 courses donc depuis le début de saison, là où Cofidis en a fait 14. Donc vous voyez qu'il y a 50% de moins de courses d'effectuer. Et le score, enfin le nombre de points est pas si mauvais justement si on le rapporte au nombre de courses depuis le début de l'année. Surtout qu'on a surtout fait quelques points qui viennent gonfler un petit peu le total avec la tournée australienne. Donc voilà, je suis pas trop inquiet pour la Team Picnic qui a toujours cette cartouche. Euh, je trouve qui est assez importante, en plus de la densité d'effectifs, c'est de pouvoir courir beaucoup plus. Là où les autres sont déjà à fond. On le voit, que ce soit Cofidis ou Astana, on court vraiment beaucoup depuis le début de l'année. Mais pour les Néerlandais, il suffirait d'augmenter ne serait-ce que de 20 ou 30% son total de jours de course pour aller faire beaucoup de points, d'aller faire des points, d'aller faire des Pro Series. Et ça permettrait, je pense, de se redonner une marge. Et pour finir sur un Team Picnic, qui est quand même en danger sur le plan purement comptable, hein, on voit qu'ils ont que 43 points d'avance sur Cofidis. Eh bien, on score en World Tour et souvent on fait des séquences. On a beaucoup scoré autour d'un under, on fait plus rien depuis. Là, on a l'UAE qui arrive, on l'a vu hier déjà, Tobias Lund et Oscar Only ou Max Pool, je ne sais plus lequel des deux, étaient tous les deux dans le top 10 de la première étape. On risque de faire encore une fois des gros points à l'UAE, de reprendre de la marge, d'en reperdre, etc., etc. On a l'impression que c'est un cycle un petit peu depuis quelques années pour cette équipe. Bref, je les mets de côté, donc à surveiller quand même, parce que si jamais il y avait un petit accident, des leaders qui se blessent, etc., ça pourrait être complexe, et sur le plan purement comptable, si on fait preuve de rigueur, on ne peut pas dire que Cofidis est sous la menace d'Astana. Si on, dans un autre sens, on va expliquer que ce n'est pas le cas pour la type Picnic. Ça serait manquer de rigueur, je trouve, d'analyse. Bref, Cofidis maintenant. Alors Cofidis, faut vraiment le dire, parce qu'il y a des gens des fois qui s'amusent à opposer les points de vue, à dire vous êtes pro-Astana, vous êtes anti-Cofidis, ou vous êtes pro-Cofidis, vous êtes anti-Astana, etc. Dire que Cofidis est en danger par rapport à Astana, c'est pas du tout dénigrer la formation française, bien au contraire. Et c'est important de le rappeler, parce qu'encore une fois, il faut essayer de faire preuve d'objectivité, de rigueur dans son analyse. Pour moi, l'équipe Cofidis fait un très bon début de saison, que ce soit en termes de victoire ou de points UCI. On l'a encore vu avec le succès de Milan Fretin à Almeria. Bah, le compte y est, je trouve. Il y a 886 points, on est 9e au classement UCI, c'est largement au-dessus des temps de passage de la saison passée. Et justement, autant l'an dernier, on pouvait dire quand même, jusqu'à la victoire de Benjamin Thomas au Giro, ça marchait quand même pas du tout. Mais là, il n'y a pas grand-chose à reprocher à Cofidis. Je pense qu'ils surperforment un petit peu par rapport à leur niveau, donc c'est plutôt une très très bonne chose. Il y a eu du succès autour d'un under, il y a Milan Fretin, il y a des places d'honneur, etc., etc. Donc voilà, on n'a clairement pas à rougir. Du côté de la team Cofidis, ça marche plutôt bien et c'est à saluer, encore une fois, je le dis et je le répète. Mais leur problème principal, et encore une fois, je vais mettre de côté Arkea, je vais passer direct à Astana, c'est Astana marche sur l'eau. Astana, ils sont deuxième au classement UCI. Et je vous l'ai dit, Cofidis, vraiment, ça fonctionne pour moi, et c'est important de le rappeler.
Mais malgré ça, Astana reprend 900 points à Cofidis en un mois de compétition, parce qu'on est le 18 février, on a déjà l'impression qu'on court depuis longtemps, mais la saison a commencé entre le 15 et le 20 janvier, donc ça veut dire qu'en un mois, on a repris 900 points. Vous voyez, 1786 contre 886, ça fait exactement ces 900 points. 900 points, ça représente 20% tout simplement du retard qu'avait Astana sur Cofidis en fin d'année dernière. Alors, si on restait de manière proportionnelle sur le même ratio d'écart de différence de points entre Cofidis et Astana, c'est-à-dire que mi-juin, Astana aurait repris Cofidis. Alors, ça n'arrivera pas parce que bien heureusement, et sinon on se ferait chier, on arrêterait de regarder, je pense, si les choses étaient mathématiques, dans le sport en général et dans le vélo en particulier. Mais voilà, ça donne une idée du retard que rattrape Astana, je trouve, enfin de l'exploit que réalise Astana depuis le début de la saison. On reprend 900 points à une équipe qui marche bien, c'est franchement assez impressionnant. Il y a eu vraiment beaucoup de belles performances. On sent en plus qu'on vise vraiment les points. Si vous avez regardé comme moi les différentes épreuves depuis le début de l'année, on voit que le but d'Astana, c'est pas forcément de gagner des courses. Le but d'Astana, c'est de placer le plus de mecs dans les top 10 pour aller faire des gros points. Et ça marche. Combien de temps ça va tenir? Je ne sais pas. Je pense qu'il y aura une baisse de régime quand même à un moment, ça serait logique. D'une part, on va commencer à tirer un petit peu la langue parce que les mecs sont vraiment sur le pont et je l'ai dit l'an passé, encore une fois, si on fait preuve de rigueur intellectuelle et de rigueur d'analyse, on ne peut pas dire que c'était compliqué pour Arkea et Cofidis de mobiliser ses coureurs pendant toute une saison et aller expliquer l'an prochain, enfin l'année suivante, pardon, l'inverse pour Astana. Donc là, on est très concerné. Je pense que la confiance et les résultats positifs aident, donc forcément les mecs sentent moins de fatigue mentale, mais à un moment, aller chasser les points pendant 3, 4, 5 mois, je pense qu'on va cramer les coureurs physiquement et mentalement, donc il y aura besoin de souffler un moment, c'est là où il faudra une gestion intelligente de la part du staff d'Astana, pour savoir accepter, je pense, quand il y aura une période de moins bien, quand on sera dans le creux de la vague, et la question qui va être à poser dans les semaines et dans les mois à venir, c'est de savoir combien de temps ça va tenir. Comme je le disais, il y aura cette fameuse baisse à un moment qui sera inéluctable. C'est le cas dans tous les sports. De toute façon, c'est vraiment très très rare d'être au sommet pendant trop longtemps, à moins d'avoir un effectif genre UAE ou genre, j'allais dire Manchester City, mais même pas. On voit que cette année, c'est compliqué pour eux, même si c'est un autre sujet. Donc voilà, il y a cette première question. Et la deuxième, je pense, pardon, j'ai toujours mon petit chat dans la gorge qui va être à prendre en ligne de compte. Je l'évoquais un petit peu quand je parlais de l'auto et d'Alpecin, c'est qu'à un moment, les grosses formations du World Tour vont mettre en route. Donc les points seront moins faciles à choper. On sait que les grosses équipes démarrent souvent gentiment parce qu'il n'y a pas trop d'enjeux en janvier, février. Souvent, ça débute en mars avec Paris-Nice. Donc là, forcément, ça va être moins sympa, enfin moins facile plutôt d'aller prendre des points quand les gros seront tous là, quand tout le monde sera à la chasse aux résultats. Donc à Astana, de capitaliser un maximum, peut-être encore aller, disons, environ un mois, 3, 4 semaines de compétition pour pousser justement au maximum les résultats et aborder la suite dans les meilleures conditions. Donc on va voir ce qui lancera. Ça va être une lutte en tout cas passionnante, je pense. On en discutait avec les gars hier. Je considère pas, j'ai lu à droite à gauche que ça se jouerait peut-être en World Tour. Mais pour moi, je pense que le maintien, il se jouera sur les épreuves de Pro Series et les différentes courses de classe 1. Tout simplement parce que Astana et Cofidis n'ont pas pour moi forcément, sauf surprise, de coureurs capables d'aller gagner un Liège-Bastogne-Liège, un Milan-San Remo, un Paris-Roubaix, de faire podium ou même top 5 sur un Tour de France ou un Giro. Donc pour moi, ça serait même assez intelligent d'ailleurs de lâcher un petit peu entre guillemets le World Tour et se concentrer sur des victoires d'étape qui rapportent des points, sur des épreuves un petit peu secondaires justement du calendrier World Tour, mais surtout de se focaliser sur les Pro Series et les points où il y a énormément de points à récolter. Si on faisait le détail, et je ne l'ai pas forcément fait des points d'Astana depuis le début de l'année, je pense que l'essentiel et l'immense majorité des points obtenus justement ont été chopés sur des épreuves de points et de Pro Series où, comme je l'évoquais, on va faire 3 mecs dans les 10 et on rapporte 100, 200, 300 points par épreuve. Donc c'est plutôt une gestion assez intelligente, je trouve, d'aller là-dessus. On verra combien de temps ça tient. Et là, si on conclut un petit peu cette petite pastille, parce que ça fait déjà 20 minutes et je pense que c'est largement suffisant,
On va aller sur l'écart entre Cofidis et Astana. L'année dernière, n'importe quoi, la semaine dernière, on était sur 4100 points, je crois, entre 4000 et 4100. Et là, on est à 3008, donc ça veut dire qu'on a repris quasiment 300 points pour les hommes d'Alexandre Vinokourov. Donc on est à 3800 points à peu près d'écart entre les deux structures. On était un petit peu plus de 4005 en début de saison, ou 4006. On est sur les 900 points de toute façon. Vous le voyez sur le tableau, c'est assez simple à calculer. Rendez-vous la semaine prochaine, j'ai envie de dire, pour un nouveau point, une nouvelle séquence. Qui aura l'avantage? On ne sait pas. Cofidis a choisi de faire l'impasse sur l'Andalousie et l'UAE Tour. Ce n'est pas le cas d'Astana. Est-ce que ça sera payant? Est-ce qu'on va beaucoup scorer en Algarve et en France, dans le sud-est de la France, pour les hommes de Cédric Vasseur? Réponse mardi prochain. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite. Ciao!